application linéaire, soit E et F, 2K espace vectoriel, et F, une application de E vers F, on dit que c'est une application linéaire si quel que soit U et V, deux vecteurs de E, et quel que soit le scalaire lambda, f de u plus v est égal à f de u plus f de v, et f de lambda u est égal à lambda f de u. Dire ça, ça équivaut à dire que f de lambda u plus v est égal à lambda f de u plus f de v. Alors on va démontrer tout de suite ça. Si j'ai ça, alors j'ai ça, pourquoi? Parce que f de lambda u plus v, j'utilise ça, ça va être f de lambda u plus f de v. Mais f de lambda u, c'est lambda f de u. Donc on a ça. Maintenant, si j'ai ça, en prenant lambda égale 1, je vais avoir ça. En prenant v égale 0, f de lambda u égale lambda f de u plus f de v, plus f de 0. Alors, il faudrait démontrer que f de 0, ça fait 0. Bah, en fait, j'ai déjà démontré ça. Si je remplace u et v par 0, f de 0 égale f de 0 plus f de 0. Donc f de 0, c'est le f de 0 de va être égal à 0 de f. Donc du coup, f de lambda u plus 0, c'est-à-dire f de lambda u, va être égal à lambda f de u plus f de 0 qui vaut 0. Donc ça va bien faire lambda f de u. D'où l'équivalence. Si de plus f est bijectif, on parle d'isomorphisme. Si e égale f, d'endomorphisme. Et si f est bijectif et que e est égal à f, on parle d'automorphisme. Un exemple, les homothéties de rapport lambda. Lambda est un scalaire appartenant donc à K. Je la note H lambda. L'application qui a U fait correspondre lambda U. C'est une homothétie de rapport lambda. Si lambda égale 0, on obtient évidemment une fonction constante. Si lambda égale 1, on obtient l'identité. Si lambda est différent de 0, H lambda est un automorphisme, car à chaque fois que je prends W appartenant à E, je peux trouver un unique U tel que W égale lambda U. Puisqu'il suffit de prendre U égale 1 sur lambda oméga. Donc non seulement c'est un automorphisme, mais là ce que je vois, ce que je peux dire, c'est que H lambda, enfin la réciproque de H lambda va être égale à H de 1 sur lambda. D'accord? Donc ça sera aussi une application linéaire. Et ça sera aussi une homothétie. Remarque, si f est linéaire de vers f, le f de 0 de e est égal au 0 de f. Je ne vais pas le redémontrer puisque je l'ai déjà fait. Et f de moins u est égal à moins f de u. Bah, il suffit de prendre lambda égale moins 1. F de moins u égale moins 1 f de u, ce qui fait moins f de u. Quel que soit u appartenant à e. Noyau et image, f linéaire de e vers f. On appelle le noyau, c'est f-1 de 0f, c'est-à-dire l'ensemble des u appartenant à e tel que f de u égale 0 de f. Et on démontre que c'est un sous-espace vectoriel de E. En effet, si on prend U et V appartenant à ker f, on va avoir f de U égale f de V égale 0. Donc f de U plus V égale f de U plus f de V égale 0. Et donc U plus V appartient à ker f. Et puis, il faut quand même qu'on démontre que si lambda appartient... Alors, en plus, il est non vide, parce que j'ai déjà dit que 0 appartenait à KRF, vu que f de 0 de E est égal à 0 de f. Et puis enfin, si U appartient à KRF, est-ce que lambda U appartient à KRF? Ben oui, parce que f de lambda U égale lambda f de U. Si f de U est égal à 0, ça va faire 0, donc lambda U appartient à KRF, donc c'est bien un sous-espace vectoriel. L'image f de E, c'est l'image qui est... C'est la même définition que les images qu'on a pour des simples applications, donc c'est l'ensemble des images f de u. C'est un sous-espace vectoriel de f. En effet, si je prends par exemple deux vecteurs u', v' qui sont dans f de e, ça veut dire que ce sont des f de u, et des f de v. Si je prends j'ai dit u' et v'. Donc si je fais f de u plus v, ça me fait f de u plus f de v, ça fait u' plus v'. Donc je vois que u' plus v', c'est un f de u plus v. Donc ça veut bien dire que ça veut dire que u plus v, que u' plus v' appartient à l'image. Et puis maintenant, si je prends lambda, et si je prends donc un u' qui appartient à f de e, donc u' est égal à f de u,
lambda u' va être égal à lambda f de u, c'est-à-dire à f de lambda u. Et donc, c'est aussi l'image du vecteur lambda u, donc ça marche. D'autre part, il n'est pas vide lui non plus, parce que il contient 0 de f, puisque 0 de f est égal à f de 0. Donc, on a bien affaire de ces espaces vectoriels. Alors, 1 de E, et puis là, de f, évidemment. Si f est linéaire de E vers f et que B est une base de E, alors l'ensemble des f de I est une partie génératrice de l'image de f. En effet, si je prends oméga qui appartient à l'image de f, c'est un f de U. Le U, il s'exprime dans la base, donc comme ça, et f de U va être égal à la somme des lambda I, f de U. En fait, c'est égal à f de lambda, de somme des lambda I, UI, puis en développant, ça fait ça. Alors ça, c'est le fait que f de ça soit égal à ça pourrait se démontrer par récurrence. Hein. C'est-à-dire que nous, pour le moment, on a juste ça. À l'aide d'une récurrence facile, on démontre que on a f de somme de lambda I UI est égal à somme des lambda I f de UI. Je ne le fais pas ici. Voilà. B est une base de E. Et on a donc une base de E qui est de dimension n, et on a une vecteur de f. Alors il existe une unique application f de E vers f, telle que f de UI est égal à VI, quel que soit I allant de 1 à n. Démonstration, si f existe et qu'on prend un vecteur U appartenant à E, il peut s'exprimer dans cette base comme étant la somme des lambda UI, et on vient de voir qu'à ce moment-là, f de U égale la somme. Alors, f de u, puisqu'elle est linéaire, donc ça fera somme des lambda i f de vi, mais les lambda i f de ui, mais les f de ui, c'est des vi. Donc ça fera ça. Donc on voit que f de u est déterminé parfaitement, de façon unique. Hein. Donc ça donne l'unicité. Maintenant, il faut vérifier que l'application qui a ça fait correspondre ça est bien linéaire. Donc il faut prendre deux vecteurs, U et U', qu'on écrit dans la base B. On considère f de U, on sait que c'est ça. F de U', on sait que c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, lambda appartenant à K, et je prends... je crois que j'ai fait une erreur. Non, c'est U', f de U', mais c'est bon. Donc maintenant, je prends f de lambda u plus v. Alors, lambda u plus v, c'est quoi? C'est lambda fois ça, plus... Alors ici, c'est pas lambda u plus v, en fait, c'est lambda u plus u'. Donc, plus ça, d'accord? Donc, c'est la somme des lambda i plus lambda prime i, facteur de 8. D'après la définition, alors, donc c'est la somme de ça, f de ça. Donc, f de lambda u plus v, ça va être égal, tel que je l'ai défini, la f de u, je garde les coefficients, donc ça fait somme des lambda i plus lambda prime i, vi. D'accord? Maintenant, je développe, ça fait lambda somme des lambda i vi plus somme des lambda prime i vi. Ça, je reconnais f de u, et là, je reconnais f de u'. Et donc, j'ai bien f de lambda u plus u' qui est égal à lambda f de u plus f de u', quels que soient les vecteurs u et u' appartenant à eux. Donc, j'ai bien une application linéaire. Donc, je le redis, quand on a une base et n vecteurs dans f, il existe une unique application linéaire qui, à chaque UI, adresse le VI qui correspond. Voilà. Propriété. Soit f une application linéaire de l'espace grand E vers l'espace grand F, elle est injective si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre de E. Démonstration. Si elle est injective, alors chaque vecteur de f de E a un unique antécédent. Donc en particulier,
0f. Alors 0f, il a un antécédent parce qu'on sait que f de 0e est égal à 0f. Comme elle est injective, 0e doit être le seul antécédent. Donc ça veut dire que 0e est le seul antécédent de 0f. Donc krf est égal et réduit à 0e. Inversement, on suppose ça si u et v appartiennent à e. Dire que f de u est égal à f de v, ça implique f de u moins v est égal à 0 grâce à la linéarité. Et donc u moins v appartient à krf, et donc u moins v égale 0 de e, ce qui implique que u est égal à v, et donc la fonction est linéaire, et est injective. Deuxième propriété, f linéaire de e vers f, et dimension de e est égale à n, b, l'ensemble des EI, alors i allant de 1 à n bien sûr, base de e. Alors f est injective si et seulement si, et la famille f de i est libre. En démonstration, eh bien, supposons qu'elle soit injective, et prenons une combinaison linéaire nulle des f de i. Alors, dire ça équivaut à dire que f de somme de lambda i est égal à 0 de f. Mais comme elle est injective, ça veut dire que ce vecteur est nul. Et comme les EI forment une base, tous les lambda i sont nuls. Et donc ça veut bien dire, parce qu'on était parti de là, que les f de i sont libres. Maintenant, en sens inverse, si je suppose les f de i libres, je prends un vecteur u de e, et bien il est écrit comme ça. Dire que f de u est égal à 0, ça équivaut à dire ça. Donc ça équivaut à dire ça. Et comme les f de i sont libres, tous les lambda i sont nuls. Et donc ça implique que u va être égal à 0. Et donc le seul vecteur u de e tel que f de u égale 0, c'est 0 de e. Et donc rf est réduit à 0 de e. Ce qui veut dire que f est injective. Propriété, si f est linéaire de e vers f et que b est une base de e, alors les f de i, autrement dit f de b, est une partie génératrice de f de e. Ça s'appelle f de b. Bon, ça c'est évident parce que si je prends un vecteur qui est dans f de b, il va s'écrire f de u appartenant à e, et lui, u va s'écrire somme des lambda i ei. Donc f de u va s'écrire somme des lambda i f de ei. Et donc c'est bien une partie génératrice. Propriété, si e est de dimension n et que f est linéaire de e vers f, alors f injective équivaut à il existe une base de e telle que f de b est une base de f de e. Et alors évidemment f de b est une base de f de e, quelle que soit la base de e. Démonstration, donc on va aller de là vers là. Justement, on va d'abord démontrer ça, que pour toutes les bases de e, on a f de b qui est une base de f de e. Donc en particulier, si on en prend une, ça marchera. Donc si b est une base de e, on sait déjà que f de b est génératrice de f de e. Et on a vu que si f est injective, f de b est libre. Donc f de b est une famille génératrice de e et libre. Donc c'est une base de f de e. En sens inverse, supposons qu'il y a une base de e telle que f de b est une base de f de e. Bon. F de b, qui est base de f de e, f de b est donc libre. D'accord? Et on a vu ici que si f de b est libre, f est injective. Donc f est injective et tout a été démontré. Propriété, si f est un isomorphisme de l'espace vectoriel grand E vers l'espace vectoriel grand F, alors f-1 est un isomorphisme de f vers E. Démonstration, on sait déjà que f est bijective, donc f-1 existe, c'est une bijection, il n'y a plus qu'à démontrer qu'elle est linéaire. Donc on prend u'v', deux vecteurs de f et un scalaire lambda. On appelle u égale f-1 de u'v égale f-1 de v'. D'accord? Et ça on peut le faire parce que f est une bijection. Donc on va avoir f de u égale u', f de v égale v'. F de lambda u plus v est égal à lambda f de u plus f de v parce que f est linéaire. Ça fait donc lambda u' plus v'. Donc ça veut dire que
l'antécédent de lambda U' plus V', c'est lambda U plus V. Je dis bien l'antécédent puisque f est bijective. Donc c'est lambda f-1 de U' plus f-1 de V'. Donc f-1 de lambda U' plus V' est égal à lambda f-1 U' plus f-1 de V'. Donc f-1 est linéaire. On dit que deux espaces vectoriels E et F sont isomorphes s'il existe un isomorphisme de E vers F. Donc dans ce cas-là, d'après ce qu'on a vu avant, si j'appelle F cet isomorphisme, F-1 va être un isomorphisme de F vers E. Inversement, s'il y a un isomorphisme de F vers E, mettons que je l'appelle G, G-1 sera un isomorphisme de E vers F. Il y a donc équivalence. F linéaire de E vers F et dimension de E est égale à N. B, une base de N vecteurs de E. Hein, d'accord. Ça, c'est une base B de E. Voilà. Et f de B désigne la famille des f de UI. Il y a aussi n vecteurs dedans. Petit 1, f de B engendre f de E. Donc f de E est de dimension finie, P inférieur ou égal à n. Petit 2, f injective équivaut à dimension de f de E est égal à n. Alors f de B est une base de f de E et f réalise un isomorphisme de E vers f de E. Petit 3, f est un isomorphisme implique que f est de dimension n et de base f de B. Petit 4, f est un isomorphisme si et seulement si f de B est une base de f. Démonstration. On sait déjà que f de B engendre f de E. Et là, f de B, c'est une famille de n vecteurs. Donc f de E va être de dimension inférieure ou égale à n. Petit 2. On sait déjà que f injective équivaut à dire que f de B est une base de f de E. On sait que c'est une partie libre, donc une base de f de E. Donc, à la dimension, comme là il y a n vecteurs, hein, f de B est une famille de n vecteurs, et c'est une base de f de E. Donc la dimension de f de E est égale à n. D'accord? Donc là, j'ai bien démontré que f de B est une base de f de E, et que sa dimension est n. Alors maintenant, si je considère f qui va de E vers f de E, au lieu d'aller vers grand F, alors je continue quand même à l'appeler petit f, hein, même si je devrais l'appeler normalement par un autre nom. Eh bien, là, évidemment, elle est surjective, puisqu'on va de E vers f de E. Et en plus, je sais qu'elle est injective déjà. Donc, elle est bijective, plus linéaire. Donc, c'est un isomorphisme. La réciproque, si dimension de f de E est égale à n, comme f de E est engendré par f de B, et qu'il y a n vecteurs dans f de B, ça veut dire que f de B est une base de f de E. Et donc, ça implique que f est injectif grâce à ce qu'on avait démontré avant, hein, équivalence entre ça et ça. Si f est un isomorphisme, alors c'est une injection, et donc f de B est une base de f de E, et donc toujours le même raisonnement, hein, puisqu'il y a n vecteurs dans f de B, base de f de E est de dimension n, mais f de E c'est grand F. Donc grand F va être de dimension n. Et par la même occasion, puisque f de E est égal à f de B qui était une base de f de E, ben f de B devient une base de grand F. F de B devient une base de grand F. Voilà. Petit 4, f isomorphisme implique ça, ben ça a été démontré. Donc on démontre la réciproque. Si f de B est une base de f, ça veut dire que f de B engendre f de E, mais f de B c'est une base de f. Donc ça veut dire que f est inclus dans f de E, ben, comme f de E est inclus dans f, ça veut dire que grand F égale f de E. Et du coup, ça veut dire que petit f est surjectif. Voilà. Mais d'autre part, f de B est une base. F de B est donc libre, donc f est injectif. Et donc, injectif, surjectif, c'est un isomorphisme. Enfin, si E et F ont la même dimension, alors ils sont isomorphes. En effet, si je prends une base UI de E, une base U'I de F, donc elles ont tous les deux le même nombre de vecteurs, j'ai appelé petit n la dimension. Je sais qu'il existe une unique application linéaire de E vers F telle que UI est envoyé en U'I. Hein. Donc ça veut dire que l'image de la base B est l'image est B'. Donc ça veut dire que F de B c'est B' qui est une base de F. D'accord? Donc ça veut dire que f de B est une base de f, et ça implique que f est un isomorphisme, et donc c'est bon,
E et F sont isomorphes. Soit E un K espace vectoriel, alors E est de dimension finie n si et seulement si E est isomorphe à K puissance n. Démonstration, K puissance n est de dimension n. Une base canonique de K puissance n, on l'a déjà vu, est donnée par les n vecteurs EI ou EI et le n uplet qui au rang I aura la valeur 1 et ailleurs, pas tout ailleurs, il y aura des zéros. Autrement dit, c'est delta IK qui vaut 1 quand I est égal à K et qui vaut 0 autrement. Eh bien, si E est de dimension n, alors, comme K puissance n est de dimension n, ils sont isomorphes tous les deux. Donc E est isomorphe à K puissance n. Maintenant, si E est isomorphe à K puissance n, comme K puissance n est de dimension n, E est de dimension n. Propriété, si f est linéaire de E vers f et que E est de dimension finie, alors KRF, image de f sont de dimension finie, et dimension de KRF plus dimension d'image de f est égale à dimension de f. Donc KRF, c'est le noyau de f. On sait que c'est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension finie, donc KRF est de dimension finie. Quant à l'image de f, lui, il est engendré par l'image de la base B, où B est une base de E, donc une base qui contient n vecteurs, f de B contient n vecteurs, donc l'image de f est de dimension finie, inférieure ou égale à n. Alors, on va expédier quelques cas rapides, faciles. Si E est réduit au vecteur nul, bon, KRF est forcément réduit à 0. Image de f aussi, parce que la seule image, c'est l'image de 0. Et comme f est linéaire, c'est 0. Et donc, on a 0 plus 0 en dimension est égal à la tête à Toto et aussi à la dimension de f. Donc, on a le résultat. Maintenant, si n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire E est différent du vecteur nul, alors, deux cas faciles à expédier, c'est le cas où f est injective, car f est égal à 0. Dans ce cas-là, f de b est une base, donc une base de image de f, qui est donc de dimension n. Et ça, on l'a déjà démontré. Si f est injective, f de b est une base. Donc, il est de dimension n. Et donc, quand on fait dimension de f plus dimension d'image de f, eh bien, on trouve bien dimension de e. Maintenant, si KRF est égal à E, alors ça veut dire que F est égal à 0, puisque tous les X appartenant à E ont pour image 0. D'accord? Donc l'image de F, c'est 0. Et là, au niveau des dimensions, là, ça fait dimension n plus dimension 0 égale n égale dimension de E. Ça marche aussi. Dans les autres cas, KRF est dimension P entre 1 et n moins 1. Donc n est supérieur ou égal à 2. UI, on prend une UI, une base de KRF, donc P vecteur, qu'on complète en une base de E, théorème de la base incomplète, donc pour obtenir une base UI, I entre 1 et n, d'accord, base B. Alors prenons maintenant un vecteur qui appartient à l'image de f, donc un f de U, comme U s'écrit comme ça dans la base B, U' qui est f de U va être la somme des lambda I f de UI. Et donc, mais sauf que les f de UI, ils valent 0 de 1 jusqu'à P parce que ils forment une base de KRF. Donc f de UI est égal à 0. Donc il ne reste plus que ça. D'accord? Donc ça veut dire que les f de UI plus I entre P plus 1, donc c'est-à-dire supérieur à P et inférieur ou égal à N, forment une partie génératrice de l'image de f. On va voir que c'est aussi une famille libre. En effet, si on suppose somme de P plus 1 à N des lambda I f de UI égale 0, donc ça implique, ça équivaut à dire que f de ça est égal à 0, et donc que ce vecteur-là appartient à KRF. Et donc que ce vecteur A, là, va être de cette forme-là, puisque les UI de 1 à P forment une base de KRF. Donc quand on fait passer tout ça de l'autre côté, on a une combinaison linéaire nulle de tous les UI allant de 1 jusqu'à n, et donc tous les coefficients sont nuls. Donc tous les lambda I, alpha I sont nuls, parce qu'on a la base B. Donc ça veut dire que, puisque tous les lambda I sont nuls, ça veut dire que f de UI
est libre. Et comme elle était génératrice, c'est donc une base de image de f. Et donc, ça veut dire que image de f est de dimension n-p. Donc, ça donne bien le résultat, puisque ça fait dimension de KRF p plus dimension d'image de f n-p égale n, donc égale dimension de f. Enfin, dernière propriété, si E et F sont deux espaces de même dimension n, et si F est une application linéaire de E vers F, alors on a l'équivalence F isomorphisme, F injective, F surjective. Bon, si F est un isomorphisme, c'est évidemment une injection et une surjection. Donc ça implique ça. Alors maintenant, F injectif, ça équivaut à KRF égale 0, ça équivaut à dimension de KRF égale 0, et donc quand je mets ça dans cette relation-là, ça équivaut à dire que dimension d'image de F est égale à dimension de E. Mais dimension de image de F égale dimension de E, mais aussi dimension de N, parce qu'ils ont la même dimension. Donc ça veut dire dimension de image de F est égale à dimension de F. Donc ça équivaut à dire qu'image de F est égale à F, et donc que F est surjective. Donc là, on a cette équivalence. F injective équivaut à F surjective. Donc il n'y a plus qu'à démontrer que ça implique ça. Alors si F est injective, ben, on vient de voir que si F est injective, elle est surjective. Donc elle est injective et surjective. Donc elle est bijective. Donc c'est un isomorphisme. Et donc les équivalents. Remarque. Si E est de dimension finie, et si F est une application linéaire de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F, alors tout sous-espace vectoriel supplémentaire de KRF, donc dans E, est isomorphe à image de F. Si F est égal à E de dimension finie, ce qui veut dire que F est un endomorphisme de E, alors c'est un automorphisme si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul. Et enfin, si E est de dimension finie, on appelle rang de F, rang de l'application linéaire petit f, la dimension de l'image de F, c'est-à-dire de F de E. Si B est une base de E, le rang de F est donc égal au rang de F de B. Alors, tout ça c'est à peu près évident. Ici, si grand F est un supplémentaire du noyau de F dans E, on va avoir une relation avec les dimensions, dimension de KRF plus dimension de grand F est égale à dimension de E. Mais on sait aussi que dimension de KRF plus dimension de image de F est égale à dimension de E. D'où on déduit que dimension de grand F, du supplémentaire, est égale à dimension de image de F. Donc, ils ont la même dimension, donc ils sont isomorphes. Si F est égal à E de dimension finie. Alors ça, eh ben, on sait que F automorphisme, on est en dimension finie, ça équivaut à dire que F est injectif et donc que KRF est réduit à 0. Enfin le troisième, donc ça c'est une définition, on sait que si B est une base de E, on sait que la dimension de image de F, alors on sait que F de B engendre, F de B, l'image de la base de E, engendre image de F. Donc, la dimension de l'image de F, c'est le rang des vecteurs qu'il y a dans la famille F de B. Voilà. Ça a été vu. Remarque, si E est un K, espace vectoriel de dimension infinie, et F un endomorphisme de E, on peut avoir donc F injectif et non surjectif, ou bien F surjectif et non injectif. Alors on va donner deux contre-exemples. Donc avec E égale R de X, on a déjà vu que c'est un espace vectoriel de dimension infinie, et petit f qui est un polynôme P associe le polynôme X fois P. Alors c'est linéaire, ça c'est facile, hein. X vecteur de P plus Q égale XP plus XQ, X fois lambda P est égal à lambda XP. C'est non surjectif parce qu'on ne peut pas... 1 n'a pas d'antécédent, il n'y a pas de x fois un polynôme qui est égal à 1. Et puis, pourtant, c'est injectif parce que f de p égale 0, ça équivaut à xp égale 0, ça équivaut à p égale 0. Donc voilà f qui est injectif, non surjectif. Alors maintenant, si je prends g
qui à P associe la dérivée, c'est linéaire aussi, parce que linéarité de la dérivée, hein, c'est-à-dire que dérivée de P plus Q, c'est P' plus Q', dérivée de lambda P, c'est lambda P'. Hein. Alors elle est surjective parce que si je prends un polynôme Q comme ça, ben, en intégrant, j'ai un polynôme P, et Q va être égal à f de P, hein, puisque quand je dérive ça, bien sûr, je trouve ça. D'accord? Je me suis pas trompé, j'espère. Et non injective, alors elle n'est pas injective parce que si je prends un polynôme et que je lui rajoute n'importe quelle constante, j'obtiendrai la même image vu que la dérivée de la constante c'est 0. f de P est égal à f de P plus lambda, quel que soit lambda appartenant à R. Voilà. Alors maintenant, espace qui va être vectoriel, des applications linéaires de E vers F. Donc E et F sont deux cas espace vectoriel. Là, on ne parle pas de dimension. Hein. Et F de F désigne l'ensemble des applications linéaires de E vers F. Et on va le munir de deux opérations, une opération interne et une opération externe. L'opération interne, bon, bah, on a déjà fait ça avec des groupes, par exemple. Hein. F plus G de X est égal à F de X plus G de X, et puis lambda F de X égale lambda F de X. Alors, c'est un cas espace vectoriel. Dans le cas où F est égal à E, c'est-à-dire les endomorphismes de E, eh bien, on note comme ça l'espace vectoriel des endomorphismes de E. Alors, démonstration, bon, ce qui est évident, cet espace, il n'est pas vide, parce qu'on prend la fonction qui a X appartenant à E associe le 0 de F, donc c'est linéaire, hein, c'est évident. Donc il est non vide. Et si on prend fg de fonctions linéaires et lambda appartenant à K, et si on prend des vecteurs UV et A appartenant à K, il faut vérifier en fait que f plus g de AU plus V est égal à A f plus g de U plus f plus g de V. Et il faut vérifier que lambda f de AU plus V est égal à A lambda f de U plus lambda f de V. Alors bon, il faut s'armer d'un peu de courage. Ça, par définition, ça fait ça, f de AU plus V plus G de AU plus V. Ensuite, on utilise le fait que f est linéaire, que G est linéaire, et on met A qui est facteur de f de U plus G de U, mais f de U plus G de U, c'est f plus G de U. D'accord? Pareil pour f de V plus G de V qui fait f plus G de V. Et donc là, on retrouve exactement... ça c'est vrai, quel que soit U, quel que soit V, quel que soit A. Et donc ça c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Ça prouve que F plus G appartient à L de E. Et maintenant pour lambda F, ben on dit que c'est lambda F de AU plus V. On utilise la linéarité de F. Ensuite on met A, il va être facteur de lambda F de U, mais ça fait lambda F en U. Plus lambda f de V, mais ça fait lambda f en V, et ça prouve que lambda f appartient à L de F. Alors de plus, et ça je ne vais pas le faire, c'est immédiat, on vérifie facilement que f plus g égale g plus f, qu'il y a l'associativité, que f plus 0 est égal à 0 plus f, et que f plus moins 1f est égal à moins 1f plus f, ça veut dire qu'il y a un symétrique, là ça veut dire qu'il y a un élément neutre, est égal à f, hein, je vais vous est égal à f. Voilà. Enfin, et puis pour l'opération externe, A plus B fois F égale AF plus BF, AF plus G égale AF plus AG, ABF est égal à ABF et 1F est égal à F. Tout ça, je vous laisse le faire, c'est immédiat. Et si E et F sont deux cas espaces vectoriels de dimension finie n et p, alors l'espace vectoriel, le cas espace vectoriel des applications linéaires de E vers F est de dimension n fois p. Si n et p sont supérieurs ou égaux à 1, si BE est une base de E et BF une base de F, alors les F et J, I entre 1 et N, J entre 1 et P, définis de cette façon, c'est-à-dire l'unique application linéaire qui à EI fait correspondre UJ et pour K différent de I à EK fait correspondre le 0 de F, eh bien les F et J en question vont faire une base de LEF. Donc
comme il y a n fois p éléments dans cette base, c'est ce qui justifiera que LEF est de dimension n fois p. Alors évidemment, si f est égal à e, là on a les applications linéaires de e vers e, c'est-à-dire les endomorphismes de e, et bien L de e va être de dimension n fois n, donc n au carré. Démonstration, si deux cas particuliers d'abord, si n égale 0, e est réduit au vecteur nul, et à ce moment-là, il y a une seule application linéaire qui va de e vers f, c'est celle qui à 0 fait correspondre 0, puis ce qui est vrai pour toutes les applications linéaires. Et donc L de f est égal à 0, sa dimension c'est 0, et c'est bien la dimension de e qui vaut 0 fois le p, la dimension de f. Si p égale 0, même chose, f est réduit au vecteur nul. La seule application de e vers f, c'est l'application nulle, c'est-à-dire qu'à x appartenant à e, on est obligé de faire correspondre 0. Et donc, là, on a bien dimension 0 pour L de f, et donc 0 qui est, cette fois-ci, n fois 0, c'est-à-dire dimension de e fois dimension de f. Si n et p sont supérieurs ou égaux à 1, donc il existe une unique, pour ij fixé, il existe une unique application f qui à EI fait correspondre J et aux autres EK, cas différents de I, à ceci 0. On sait qu'il suffit de donner des valeurs aux vecteurs de la base pour définir parfaitement une application linéaire. Donc les FIJ existent. Considérons F une application linéaire de E vers F et K, prenons K entre 1 et N. F de EK, F de EK il appartient à F, donc il s'écrit comme une combinaison linéaire des UJ, puisque les UJ forment une base de F. Donc on va noter lambda KJ, les coefficients de F de EK. Et on va considérer l'application G définie par somme des lambda IJ, FIJ, les lambda IJ étant cela. G de EK va être égal à somme de lambda IJ et FIJ de EK, mais FIJ de EK, il vaut 0 partout où I est différent de K. Et il vaudra UJ uniquement pour I égale K, c'est-à-dire pour FKJ de EK. Donc il va rester la somme, la plupart des lambda IJ sont égaux à 0, il va rester que les lambda KJ, donc J, somme de J égale 1 à P, de lambda KJ, FKJ de EK qui vaut UJ. Donc il reste ça, et je constate que c'est ça. Donc ça veut dire que quel que soit K, G de EK est égal à F de EK. Et donc comme les applications linéaires sont déterminées par les valeurs des éléments de la base de E, on a F est égal à G. Et donc F qui est égal à somme des lambda IJ, FIJ, ce qui veut dire que les FIJ constituent c'est une famille qui est génératrice de LEF. Donc LEF est de dimension finie, puisque là, des FIJ, il y en a n fois P. Alors ça, c'est évident qu'il y en a n fois P, parce que dès qu'on change I ou J, on change FIJ. Alors maintenant, montrons que c'est une base. Donc il faut démontrer que la famille est indépendante, qu'elle est libre. Supposons une combinaison linéaire nulle, et puis je reprends les notations de tout à l'heure, j'appelle ça G, ça me permettra d'aller plus vite et d'utiliser ce qu'on avait trouvé là, notamment, c'est que G de EK va être égal à ça. Et ça, je veux que ça soit 0. Donc ça veut dire que quel que soit K, les coefficients ici vont être nuls. Les lambda KJ vont donc tous être nuls pour J allant de 1 à P. D'accord? Mais parce que J est une base de F. Et ça, c'est vrai quel que soit K. Donc ça veut dire que lambda KJ est égal à 0, quel que soit K et quel que soit J. Donc ça veut bien dire que les FIJ forment une famille libre. Et comme ils étaient générateurs, c'est donc une base de L de EF qui est donc de dimension n fois P, parce que, évidemment, il y a n valeurs possibles pour I et P pour J, et donc il y a n fois P éléments dans cette base. Voilà, groupe linéaire. Alors le groupe linéaire, alors on considère l'ensemble, l'espace vectoriel, le K espace vectoriel des applications linéaires, des endomorphismes de E, donc des applications linéaires de E vers E, et on unit ça de la composition. Alors ça va être une K-algèbre unitaire associative. Démonstration, d'abord c'est pas nul, c'est pas vide évidemment, hein.
Et puis, on sait déjà que L de E est un K espace vectoriel. Donc maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est pour la composition, ben d'abord que si je prends 3 éléments de L de E, G rond F appartient bien à L de E. Alors ça, il faut faire G rond F de U plus V, parce qu'on utilise la linéarité des deux. Hein. C'est G de F de U, c'est G de F de U plus F de V. Donc c'est G de F de U plus G de F de V. Et donc ça fait donc G rond F de U plus G rond F de V. Et puis G rond F de lambda U, comme F de lambda U c'est lambda F de U, G de lambda F de U c'est lambda G de F de U, et donc ça fait G rond F de lambda U égale lambda G rond F de U, donc G rond F de U, G rond F est bien linéaire. Bon, H rond G rond F est égal à H rond G rond F, ça c'est l'associativité qui est vraie quand on compose des fonctions quelconques. IDE rond F égale F rond IDE égale F, c'est évident. Ça, c'est ça qui fera que l'algèbre sera unitaire. Hein. Ça fait qu'elle est associative. Hein, d'accord. Alors, pour voir que c'est une algèbre, il faut avoir F rond G plus H égale F rond G plus F rond H. Bah, ça, on prend un vecteur U. G plus H de U, c'est G de U plus H de U. Ensuite, ça va faire F de G de U plus F de H de U. Et donc, j'obtiens F rond G plus F rond H. Et puis, on a la même chose ici. On prend un vecteur U. F plus G de H de U, bah, c'est F de H de U plus G de H de U, quel que soit U. Donc, ça fait bien ça. Voilà. Et donc, on obtient bien... alors, pour avoir une algèbre, il faut enfin, parce que ça donne un anneau, hein, mais ça, il faut que lambda F de G soit égal à lambda F rond G, soit égal à lambda soit égal à F de lambda G. Alors, on prend pareil un vecteur U. Lambda F de G en U, ben, ça fait lambda F de G de U. Donc, ça fait lambda F rond G de U. Et là, ça marche, hein, d'accord. Et puis le lambda F rond G, et si je prends ça, F rond lambda G que je l'applique à U, lambda G de U, ça fait lambda G de U, le lambda avec F, je le fais sortir, ça fait lambda F rond G de U, et donc j'obtiens bien la même chose. Voilà, et donc j'ai bien une K-algèbre unitaire associative. Propriété, si F et G sont des endomorphismes et que G rond F est égal à IDF, alors, si E est de dimension finie, alors FG sont des isomorphismes, F rond G est égal à IDE, et l'identité donc, F est égal à G-1, G est égal à F-1. Mais si E est de dimension infinie, F et G ne sont pas nécessairement des isomorphismes. Démonstration. Si la dimension de E est égale à n, et que G rond F est égal à l'identité, F est bijectif, parce que si F de X est égal à 0, G de F de X fera G de 0, c'est-à-dire 0, puisque G est linéaire, donc X sera égal à 0, puisque G rond F de X est égal à X. Et donc, comme on est en dimension finie, le simple fait d'être injectif fera que F est bijectif, donc c'est un isomorphisme. Et après, comme G rond F est égal à l'identité, G rond F-1 fera identité rond F-1, c'est-à-dire F-1. Et donc là, en utilisant l'associativité, G rond F-1 qui fait l'identité, hein, ça fera G égale F-1. Donc, G sera aussi un isomorphisme. Et puis, puisque G est égal à F-1, on sait que F rond F-1 égale F-1, rond F égale identité. Donc, F rond G sera aussi égal à l'identité. Contre-exemple, en dimension infinie, avec E égale l'espace vectoriel des polynômes, R de X, F, l'application qui au polynôme P fait correspondre à sa primitive, je dirais, la primitive qui s'annule en 0, et G, la dérivée. Bon, ce sont deux fonctions qui sont évidemment linéaires. Je n'explique pas pourquoi, je crois qu'on l'a déjà vu d'ailleurs. Et c'est très simple.
Alors giron f est égal à l'identité parce que si j'intègre et que je dérive après, ben, je retombe sur le polynôme p. Donc f va être injectif parce que bon, ça c'est un raisonnement qu'on a déjà, c'est le même raisonnement qu'ici en fait. Hein. Si je suppose f de x égale 0, ça fera g de 0, donc ça fera x égale g de 0 égale 0, donc f est injectif. Mais elle n'est pas surjective parce que si je prends q égale lambda, une constante, eh bien si lambda est égal à 0, cette constante n'a pas d'antécédent par f parce qu'on ne peut pas avoir ça qui était, donc ça c'est ça, qui est égal à lambda, parce que sinon je fais passer lambda de l'autre côté, ça fait un polynôme nul, tous les termes sont nuls, donc lambda est nul, et tous les alpha nuls, ben, lambda nul, c'est si j'ai choisi lambda différent de 0, c'est un problème. Donc f n'est pas un isomorphisme, donc j'aurais pu prendre par exemple lambda est égal à 1. Alors g est surjectif, car quel que soit x, puisqu'on a giron f qui est égal à l'identité, je peux dire que x est égal à g de f de x, donc g de quelque chose. Donc ça veut bien dire que g est surjective, mais elle n'est pas injective parce que g de p égale 0, ça veut dire p' égale 0, ben c'est vrai pour tout polynôme qui est égal à une constante. Donc en fait, le noyau de g, ça va être égal à k. D'accord? Et donc c'est différent de 0. Et donc ça veut dire que g n'est pas un isomorphisme. D'accord? Donc g pas un isomorphisme. Alors maintenant, ce que je peux vérifier aussi, c'est que on n'a pas f rongé qui est égal à l'identité, parce que si j'en prends p égale lambda différent de 0, par exemple p égale 1, sa dérivée c'est 0, et puis quand je fais f de 0, ça fait encore 0, et 0 ne va pas être égal à 1. D'accord? Parce que là j'ai f rongé de p égale p, quel que soit le polynôme p. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand je prends un polynôme p qui est égal à lambda constante. Voilà. Donc, à retenir, en dimension finie, si giron f est égal à l'identité, eh bien j'en déduis que f rongé égale l'identité, f et g sont des isomorphismes réciproques l'un de l'autre. Par contre, en dimension infinie, ça ne marche pas. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi, nous parlons maintenant des projections vectorielles. On a donc un espace vectoriel grand E, deux sous-espaces vectoriels E1 et E2, et on suppose que E1 somme directe E2 est égal à E. Donc E2 est le supplémentaire de E1. Tout vecteur U de E s'écrit de façon unique, U égale U1 plus U2 suivant E1 plus E2. La projection vectorielle sur E1 suivant, on dit aussi parallèlement à E2, est définie par U, donc U1 plus U2, a pour image U1. Alors, P appartient à L de E, c'est-à-dire que P est un endomorphisme, E1 est égal à P de E, c'est-à-dire image de P, est égal au noyau de l'identité moins P, E2 c'est le noyau de P, et P rond P est égal à P. On dit que P est une application, est un endomorphisme idempotent. Démonstration. Donc toujours avec la notation habituelle suivant E1 et plus E2, je prends deux vecteurs UV et un scalaire lambda. Je m'intéresse à lambda U plus V, que je peux écrire lambda U, lambda facteur de U1 plus U2, plus V1 plus V2, et en développant et en regroupant, j'ai lambda U1 plus V1 qui appartient à E1, et lambda U2 plus V2 qui appartient à E2, donc P de U est égal à lambda U1 plus V1, c'est-à-dire lambda P de U plus P de V, puisque P de U c'est U1 et P de V c'est V1. Donc on a démontré que l'application était linéaire. Alors, on s'intéresse maintenant au noyau. Dire que P de U est égal à 0, ça équivaut à dire que U1 est égal à 0, autrement dit que U appartient à E2. Donc le noyau de P est égal à E2. Enfin, on va montrer maintenant que l'image de P est égale à E1. Ben, quel que soit U appartenant à E, P de U égale U1
Donc ça veut dire que P de U appartient à E1. D'accord? Donc P de E est inclus dans E1. Et d'autre part, si je prends U appartenant à E1, je peux toujours dire que U est égal à U plus 0 suivant E1 plus E2, puisque 0 appartient à E2. Donc P de U est égal à U. Donc ça veut dire que E1 est inclus dans P de E. Donc P de E est égal à E1. Voilà. Alors, idempotent. U a pour image U1 avec les conventions habituelles. Et comme U1 appartient à E1, donc c'est U1 plus 0, il a pour image U1. Donc ça veut bien dire que P rond P de U, P rond P de U, ça fait U1, c'est-à-dire ça fait P de U, quel que soit U. Donc P rond P est égal à P. Si U appartient au noyau de l'identité moins P, ça veut dire que U moins P de U est égal à 0, ce qui équivaut à U moins U1 égale 0, ce qui équivaut à U2 égale 0, ce qui équivaut à U appartient à E1. Donc E1 est égal au noyau de l'identité moins P. En fait, E1, c'est P de E et aussi le noyau d'identité moins P. Voilà. Propriété, soit P maintenant un endomorphisme de E, idempotent, c'est-à-dire P rond P est égal à P. Alors P est la projection vectorielle sur E1 égale P de E1 et égale P de E, c'est-à-dire son image, suivant E2 égale car P, c'est-à-dire son noyau. Donc, alors E1, donc E1 égale P de E, c'est un sous-espace vectoriel de E. E2 égale car P, c'est un sous-espace vectoriel de E, soit U appartenant à E1 inter E2. On a donc U qui appartient à P de E, donc U est un P de V où V appartient à E. Et si je prends maintenant, je sais que U appartient au noyau de P, donc P de U est égal à 0, du coup ça fait P rond P de V est égal à 0, mais P rond P c'est P. P de V égale 0, donc U égale 0. Donc E1 inter E2 est égal à 0. Maintenant, si U appartient à E, et que je note U1, alors U1 égale P de U, P de U, donc image de U, appartient donc à E1. Maintenant, je considère U2 égale U moins U1. P de U2 est égal à P de U moins P de U1. Égale donc P de U moins... Alors, P de U1, c'est P rond P de U. D'accord? Puisque U1, c'est P de U. Mais P rond P de U, c'est P de U. Donc, ça fait P de U moins P de U égale 0. Donc, U2 appartient à E2. Donc, en fait, j'ai réussi à écrire U égale U1 plus U2 avec U1 qui appartient à E1, U2 qui appartient à E2. Donc, ça veut dire que E est égal à E1 plus E2. Mais comme l'intersection est réduite à 0, j'ai E égale E1 somme directe E2. E2 est le supplémentaire de 1 dans E. Maintenant, quel que soit U appartenant à E, je peux écrire que U, c'est P de U plus U moins P de U. Ça ne mange pas de pain. P de U, je sais que ça appartient à l'image de P, donc ça appartient à E1. Et quant à lui, j'ai démontré juste avant que P, enfin je peux le refaire, hein, P de ça, c'est P de U moins P rond P de U, c'est-à-dire P de U moins P de U égale 0. Autrement dit, ça appartient à E2, car P. Donc, j'ai bien une décomposition, U1 plus U2, suivant E1 plus somme directe 2, avec, et puis j'ai surtout que P de U est égal à U1. D'accord? Donc, j'ai bien à faire une projection sur E1 parallèlement à E2. Nous voyons maintenant les symétries vectorielles. Donc on a deux espaces E1 et E2 supplémentaires de l'espace vectoriel E. S de E vers E qui a, alors on prend le vecteur U égale U1 plus U2 suivant E1 plus E2. Son image, ça va être U1 moins U2. S est appelé symétrie vectorielle par rapport à E1 suivant E2. On a S égale 2P moins U, où P est la projection sur E1 par rapport à E2. Donc, on en déduit que S est un endomorphisme. De plus, on va montrer que S moins S est égal à identité de E. On dit que S est une involution. Et donc, on en déduit que S est un automorphisme.
c'est-à-dire un isomorphisme de E vers E, et que la réciproque est égale à S. Enfin, E1 est égal à noyau de S moins identité, et E2 est égal à noyau de S plus identité. Démonstration. Alors, je prends donc les notations habituelles, U égale U1 plus U2, suivant E1 plus E2. S de U est égal à U1 moins U2, c'est-à-dire U1 moins... Alors U2 c'est quoi? C'est U moins U1. Donc ça fait finalement 2U1 moins U. Et U1 c'est P de U. Donc 2P de U moins U, quel que soit U. Donc ça donne bien S égale 2P moins U. Et donc, comme P appartient à L de E, bah, S appartient aussi à L de E. D'autre part, à partir de cette égalité, S rond S de U est égal à S... alors, ça c'est une décomposition suivant E1 plus E2, puisque U1 appartient à E1 et moins U2 appartient à E2. Donc, S de ça va être U1 moins U2. Ce qui fait U1 plus U2 égale U. Donc j'ai bien S rond S de U qui est égal à U quel que soit U. Donc S rond S qui est égal à l'identité. Donc ça, évidemment, ça implique que la réciproque de S, que S est bijective, hein, et que sa réciproque c'est S, c'est elle-même. Donc on parle d'involution. S moins identité de U est égal à 0. Ça équivaut à dire que S de U est égal à U. Alors S de U, c'est U1 moins U2 avec les notations habituelles, moins U1 plus U2 égale 0. Les U1 s'en vont, ça équivaut à dire que 2U2 moins 2U2 est égal à 0, c'est-à-dire U2 égale 0, ce qui équivaut à dire que U1 appartient à E1, hein, puisque on met ça. Donc E1 égale ker de S moins identité. De même, S plus identité de U est égal à 0, ça équivaut à dire que S de U plus U est égal à 0. Donc U1 moins U2 plus U1 plus U2 égale à 0, ce qui équivaut à 2U1 égale 0, donc U1 égale 0. Donc U appartient à E2, donc E2 est égal à ker de S plus identité. Voilà. Je crois qu'on a tout démontré. Propriété suivante, soit F appartenant à L de E, donc un endomorphisme, un involutif, F rond F égale identité. Alors F est la symétrie par rapport à... Alors E1 qui sera noyau de S moins identité, hein, normal, on réutilise ce résultat, suivant E2 qui sera noyau de S plus identité. Démonstration, si U appartient à E1 inter E2. Alors d'abord E1 et E2, hein, c'est évidemment des sous-espaces vectoriels, hein, parce que c'est des noyaux. Donc U appartient à E1 inter E2, ça équivaut à dire que d'une part, on a ça, alors c'est pas S, hein, c'est F, et là aussi, ça veut dire qu'on a F de U moins U qui est égal à 0, et F de U plus U qui est égal à 0. Donc ça implique par soustraction, ça moins ça implique que U égale 0, donc E1 inter E2 est égal à 0. Maintenant, U, je peux l'écrire 1 demi de F de U plus U, plus 1 demi de U moins F de U. Les F de U s'en vont, il reste bien U. D'accord? J'appelle ça U1 et j'appelle ça U2. F de U1. F de U1, c'est 1 demi de F rond F de U plus F de U, plus 1 demi de... non, c'est... oui. Alors, F de U1, oui, d'accord. C'était ça, plus F de U. D'accord? Et donc, ça nous fait F rond F de U, c'est U. Donc, ça fait 1 demi de U plus F de U. Mais 1 demi de F, ça fait U1. Donc, 1 demi, ça, c'est ce que j'ai appelé U1. Donc, ça fait U1. F de U1 est égal à U1. Donc, U1, si je fais passer de l'autre côté, ça donne F de U1 moins U1 égale 0. F de U1 moins identité de U1 égale 0, c'est-à-dire que U1 appartient à ker de F moins identité, qui est E1. Voilà, et puis F de U2, c'est pareil, c'est 1 demi, alors U2 c'est ça, donc ça fait 1 demi de F de U moins F rond F de U, mais F rond F de U ça fait U, donc ça fait 1 demi de F de U moins U, c'est-à-dire que ça fait l'opposé là de U2, d'accord? Donc si je fais passer de l'autre côté, ça fait F de U2 plus U2, c'est-à-dire plus identité de U2 égale 0.
Donc U2 appartient à un quart de F plus identité de E, et c'est-à-dire à E2. D'accord? Et évidemment, j'ai U qui est égal à U1 plus E2. Donc là, j'ai bien écrit que, donc ça prouve bien que E est égal à E1 plus E2, puisque ça appartient à E1 et que ça appartient à E2. Et d'autre part, comme E1 inter E2 est égal à 0, j'ai bien la somme directe E1 plus E2. Enfin, si je regarde U1 moins U2, c'est ça moins ça. Donc là, ça moins ça, je vais supprimer les U, il va rester plus 2 fois 1,5 de F de U, c'est-à-dire F de U. Et donc j'ai F de U égale U1 moins U2, suivant E1 plus E2. Et donc ça veut bien dire que c'est la symétrie par rapport à E1, suivant E2, et c'est gagné. Étude analytique d'une projection et d'une symétrie. Donc on considère l'espace, le R espace vectoriel E3 égale R puissance 3, donc de dimension 3, de base canonique B égale E1, E2, E3. La base canonique, elle est composée des vecteurs E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0 et E3, 0, 0, 1. Alors, on considère ces vecteurs E1, U2, U3. U1 et U2 ne sont pas collinaires. On n'a pas U1 égale lambda U2, ni U2 égale lambda U1. Et donc, ils engendrent un plan. Et puis, on va dire que le vecteur U3 engendre une droite que j'appelle D. Et on va s'intéresser à la projection P sur le plan P suivant la droite D et à la symétrie vectorielle par rapport au plan P suivant la droite D. Alors évidemment, il faut d'abord démontrer que P et D sont supplémentaires. Alors en fait, on commence par vérifier que U1, U2, U3 sont libres. Donc on écrit xu1 plus YU2 plus ZU3 égale à 0. Et on va aboutir, en écrivant ça, x fois ça, plus y fois ça, plus z fois ça. Je vous laisse faire le calcul, on obtient ce système. Et comme y plus z est égal à 0, ça fait x égale 0. Et comme x égale 0, ça fait z égale 0. Et comme z égale 0, ça fait y égale 0. Donc, les x, y, z sont nuls. Donc, j'ai trois vecteurs libres. Donc, dans un espace de dimension 3, c'est une base. Donc, c'est une base de R3. Et comme U1, U2 est la base du plan P et U3 la base de la droite D, eh bien P et D sont supplémentaires. Donc il est légitime de parler de la projection sur P suivant D et de la symétrie par rapport à P suivant D. Alors on va essayer d'en donner une expression analytique, c'est-à-dire qu'on va prendre un vecteur U de coordonnées x, y, z et on va chercher P de U et S de U en fonction de x, y, z. Donc soit U, et on va le décomposer suivant P et D, en regardant d'abord quelles sont ses coordonnées dans la base U1, U2, U3. Donc quand j'écris que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 est égal à x, y, z, je vous laisse faire le calcul, hein, ça commence exactement comme ça en fait, mais sauf que c'est avec alpha, bêta, gamma, alpha plus bêta plus gamma, moins alpha plus gamma, bêta plus gamma est égal, et au lieu d'avoir 0, eh bien ça donnait x, y, z. Bon, là c'est pareil, c'est très facile, parce que comme bêta plus gamma est égal à z, on a tout de suite alpha égale x moins z, hein, d'accord? Puis en envoyant alpha de l'autre côté, gamma égale x moins z plus y, et puis pour avoir bêta, ben, on fait z moins gamma, et on trouve ça. Je laisse faire le calcul. Donc P de U va être égal à alpha U1 plus bêta U2, parce que c'est ça, hein, le vecteur qui va être dans P. Là, j'ai la décomposition suivant P plus D. Donc l'image de U par P, ça va être ça. Et je remplace alpha, et je remplace bêta, et je trouve ça. Voilà. Donc l'image d'un vecteur U de coordonnées x, y, z, c'est ce vecteur P de U, avec ses coordonnées. Alors pour la symétrie, ben, j'ai juste à dire que c'est 2P moins identité. Je pourrais aussi trouver autrement, hein, pour la symétrie. Je pourrais dire que c'est, pour la symétrie, je pourrais dire que c'est ça moins ça. Alors bref, avec 2P moins identité, je multiplie par 2, j'enlève x, y et z, et je trouve ça.
D'accord. Voilà. Et donc j'ai aussi l'expression de S de U, l'image d'un vecteur U de coordonnées x, y, z, c'est ça. Alors maintenant je vais parler un petit peu des espaces vectoriels quotients. J'aurais pu en parler dans le chapitre consacré aux espaces vectoriels, mais bon, ils sont surtout intéressants quand il y a une fonction linéaire de E vers F. Donc je vais le traiter ici. Donc j'ai un espace vectoriel, un K espace vectoriel E, j'ai une relation d'équivalence sur E compatible avec l'addition et, c'est-à-dire la loi interne et la multiplication par un scalaire. Donc je vais avoir U RV et U' RV' qui implique U plus U', RV plus V'. Puis je dois aussi avoir U RV qui implique lambda U, R, lambda V. Alors, il faut bien voir que E, qui est un K espace vectoriel, E avec l'addition est un groupe abélien. Et ça, on va dire qu'on connaît déjà la théorie un petit peu des groupes. On a déjà parlé de la relation d'équivalence, d'une relation d'équivalence compatible sur un groupe. Et donc, on a déjà vu, et c'est facile à démontrer, que dire ça, déjà, c'est équivalent à dire ça. Que si U est RV, alors U plus W est en relation avec V plus W. C'est très facile, c'est parce que W est en relation avec W, comme c'est une relation d'équivalence. D'accord. Donc de là vers là, c'est très facile. Puis pour démontrer, à partir de ça, pour démontrer ça, c'est facile aussi, parce que on va dire que si U est en relation avec V et U' en relation avec V', ben, U plus U', il va être en relation avec V plus V', et puis V plus V', ici, il va être en relation avec V plus U'. Donc U' plus V', donc je ne sais plus ce que j'ai dit là. Si U est en relation avec V, alors on peut rajouter la même chose des deux côtés. Donc on va dire U plus U' va être en relation avec V plus U'. Et là on va dire que V plus U' est en relation avec V plus V', donc U plus U' avec V plus V'. Bon, peu importe. On sait que dire ça, ça équivaut à dire que U moins V appartient à H, où H est cet ensemble-là. Alors ça aussi, c'est facile à démontrer. Il suffit de rajouter moins V de l'autre côté. Donc si on a ça, on a ça. Et puis, enfin, on a ça. Si on a ça, on a U moins V qui est en relation avec 0. Donc U moins V qui appartient à H, parce que H, je considère que c'est l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec 0. D'accord? Alors il y a équivalence, parce que si on a U moins V qui est en relation avec 0, ben, en rajoutant V de chaque côté, ça fait URV. D'accord? Voilà. Et ensuite, on démontre, alors ça je ne vais pas le faire ici, mais c'est très facile, on démontre que H plus est un sous-groupe de E plus. D'accord? 0 appartient à H. Ça c'est évident, puisque 0 est en relation avec 0. On demande donc aussi la compatibilité avec la multiplication, et là, on démontre facilement que H est un sous-espace vectoriel de E, parce que si U appartient à H, eh bien, on a U qui est en relation avec 0, donc lambda U en relation avec lambda fois 0 qui fait 0, donc lambda U appartient à H. Oui, pour sous-groupe, c'est quand même facile, parce qu'il suffit de prendre U et V appartenant à H. On va avoir U en relation avec 0, et V en relation avec 0, et grâce à la compatibilité, U plus V en relation avec 0. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on démontre qu'il y a un sous-groupe. Il faut quand même démontrer que chaque élément est symétrique, mais si U est en relation avec 0, de toute façon, même en multipliant par moins 1, on a tout de suite que moins U est en relation avec 0, donc moins U appartient aussi à H. Bref, l'essentiel, c'est d'avoir compris que H est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Voilà. Alors, réciproquement, parce que là, on s'est donné une relation d'équivalence, on a trouvé cet espace H. Réciproquement, si on se donne un sous-espace vectoriel de E, alors la relation R définie par URV équivaut à U moins V appartient à H est une relation d'équivalence sur E. Bon, ça, c'est très facile, parce que U est en relation avec
avec U parce que U moins U égale 0 appartient à H, puisque H c'est un sous-espace vectoriel, donc il contient 0. Hein. Si U est en relation avec V, U moins V appartient à H, donc son opposé V moins U aussi, donc V est en relation avec U. La transitivité, je vous laisse le faire, c'est très facile aussi. Parce que j'ai U moins V qui appartient à H, et puis j'ai V, je vais avoir après V moins W qui appartient à H, et quand j'additionne, ça fait U moins W, et donc U est en relation avec W. Donc voilà, donc là on a une relation équivalente sur E, compatible avec, alors ensuite il faut démontrer qu'elle est bien compatible avec plus et multiplier, ça aussi c'est très facile, d'accord? Voilà. Et on obtient évidemment que H, c'est l'ensemble des U qui sont en relation avec 0, puisque dire que U est en relation avec 0, ça équivaut à dire que U appartient à H. D'accord? Alors, l'espace quotient, on va noter Q égale E sur R, hein, comme on faisait avec les groupes, égale E sur H. D'accord? Et puis maintenant, on va démontrer que Q peut être muni d'une structure d'espace vectoriel. Et puis ensuite, on va introduire une fonction linéaire de cet espace E vers un autre espace F. Et on va voir comment on peut construire une application linéaire de Q vers F. On a donc vu que se donner une relation d'équivalence sur l'espace vectoriel E compatible avec la loi interne et la loi externe, c'était la même chose que se donner un sous-espace vectoriel H de E, hein, et dire que donc U est en relation avec V si et seulement si U moins V appartient à H. Et H apparaît comme étant la classe d'équivalence du vecteur nul. Donc, la classe d'équivalence d'un vecteur quelconque, c'est l'ensemble des V tels que U moins V appartient à H. Et ça, dire que U moins V appartient à H, c'est d'abord équivalent. Comme H est un sous-espace vectoriel, ça équivaut à dire que V moins U appartient à H. Et donc que V est un U plus un élément de H. Donc un U plus W, W appartenant à H. Réciproquement, si je prends un U plus W où W appartient à H, il est clair que U plus W moins U, ça fera W, ça appartiendra à H, et donc U plus W est en relation avec U. Autrement dit, la classe de U, c'est ça qu'on peut noter U plus H. On avait vu ça déjà avec les groupes, et on sait que les classes d'équivalence forment une partition de E sur H. Là, on peut définir sur E sur H une loi interne, en posant si alpha et bêta sont deux classes d'équivalence, classe de U et classe de V, eh bien alpha plus bêta égale classe de U plus V. Alors alpha plus bêta est indépendant des représentants de alpha et bêta, et ça fait de E sur H muni de l'addition un groupe abélien. On a déjà démontré ça avec les groupes, et c'est évident parce que si on prend deux autres représentants de alpha et bêta, U va être en relation avec U', V avec V', et donc U plus V va être en relation avec U' plus V'. Bref, et ensuite on vérifie que ça donne un groupe. Pour la loi externe, si lambda appartient à R et alpha appartient à E sur H, eh ben, on va poser lambda.alpha est égal à la classe de lambda U, où alpha est un représentant de U. Et là aussi, si on a U en relation avec U', comme la relation d'équivalence est compatible avec la multiplication externe, on obtient lambda, classe de lambda U égale classe de lambda U', parce que lambda U est en relation avec lambda U'. D'accord? Voilà, je l'ai fait avec U et V, c'est pareil. Donc E sur H, on peut vérifier que c'est un K espace vectoriel. Alors d'abord, il n'est pas nul, parce qu'il y a H qui est l'élément nul. Et puis ensuite, il faut vérifier. Il nous reste à vérifier lambda facteur de alpha plus bêta. C'est la classe de lambda. C'est la classe de lambda U plus V. Donc lambda U plus lambda V.
donc lambda classe de U plus classe de V, donc lambda alpha plus lambda bêta. Lambda plus mu alpha, c'est lambda plus mu classe de U, donc ça fait lambda, en fait ça fait ça hein, d'ailleurs. Et donc ça fait lambda classe de U plus mu classe de U, et donc ça fait lambda alpha plus mu alpha. Lambda mu alpha, c'est lambda classe de mu U, donc ça fait lambda mu U, enfin classe de lambda mu U, donc ça fait ça. Et donc ça fait lambda mu classe de U, c'est-à-dire lambda mu alpha, et 1 alpha évidemment est égal à alpha. Donc c'est un espace vectoriel, hein. Et on peut s'intéresser à la projection canonique que je vais appeler pi. C'est l'application de E vers E sur H qui, au vecteur U appartenant à E, associe sa classe U plus H. Alors elle est linéaire et on l'appelle donc projection canonique de E sur E sur H. Alors, pi de U, alors d'abord, pi de U est égal à pi de V, alors, équivaut à U moins V appartient à H, et quart de pi est égal à H, on va démontrer ça. Alors, pi de U plus V, c'est la classe de U plus V, donc ça fait classe de U plus classe de V, donc pi de U plus pi de V, d'accord. Pi de lambda U, c'est classe de lambda U, donc lambda classe de U, donc lambda pi de U. Donc bah, ça fait déjà que pi est linéaire. Pi de U égale pi de V, ça équivaut à classe de U égale classe de V, c'est-à-dire U moins V appartient à H. Et enfin, U appartient à quart de pi, ça équivaut à classe de U est égale à classe de 0. Classe de 0, c'est H, hein, c'est-à-dire U appartient à H. Donc quart de pi, ça fait H. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a une application linéaire de E vers un autre espace vectoriel, un autre cas espace vectoriel, grand F. D'accord ? Alors, et qu'on suppose, donc F est linéaire de E vers F. Et on s'intéresse à H égale quart de F. On prend en fait ici H égale quart de F, et donc on s'intéresse à l'espace quotient E sur quart de F. Eh bien, on va pouvoir définir une application phi de cet ensemble quotient vers F, qui, à la classe d'équivalence alpha, associe U, où le vecteur U appartient à alpha. Et ce n'est pas U qui l'associe, mais c'est F de U. Voilà. Alors, ça c'est indépendant de U. Pourquoi? Parce que si classe de U est égale à classe de V, ça veut dire que U moins V appartient à H. Et si U moins V appartient à H, F de U moins V est égal à 0, donc F de U est égal à F de V, puisque H est quart de F. D'accord? Donc phi est parfaitement défini, et ce résultat ne dépend pas du représentant choisi pour alpha. Alors maintenant, on peut vérifier que phi est linéaire, enfin, que phi est linéaire, pardon. Alors, phi est linéaire parce que phi de lambda classe de U plus classe de V, c'est phi de classe de lambda U plus V. Donc ça fait F de lambda U plus V. Mais la linéarité de F fait que ça donne lambda F de U plus F de V. C'est-à-dire lambda phi de U plus phi de V. Donc on a bien la linéarité. Hein. Phi, et on a construit une application phi qui est linéaire. Alors maintenant, si je regarde le noyau de phi, phi de classe de U égale 0 de f, hein, puisqu'elle va vers f, ça équivaut à dire que f de U est égal à 0 de f, et donc que U appartient à quart phi, c'est-à-dire que classe de U est égale à classe de 0, hein, parce que h, c'est l'élément nul de l'espace vectoriel E sur h. Donc phi, en fait, réalise un Alors, donc phi va donc être injective, hein, d'accord, elle est linéaire injective, et donc elle va réaliser un isomorphisme de E sur H vers, alors pas vers F bien sûr, parce que quart de F n'est pas forcément réduit à 0, mais de E sur quart de F vers F de E, c'est-à-dire l'image de F, d'accord, puisque évidemment si je prends f de E ici,
tout élément de f de E a un antécédent. Si je prends U' ici, il a un antécédent U, hein, d'accord, et j'aurai donc phi de U est égal à U'. Donc surjectif plus injectif, hein, ça fait bien un isomorphisme. Alors on termine ce long paragraphe sur les espaces quotients. Donc soit E maintenant un K espace vectoriel de dimension finie. Donc H un sous-espace vectoriel de E, donc lui aussi de dimension finie. Alors E sur H est un K espace vectoriel de dimension finie et sa dimension est égale à la dimension de E moins la dimension de H. Démonstration. On suppose là que la dimension de E est égale à n supérieur ou égal à 1, sinon E est réduit au vecteur nul, H aussi, et ça n'a aucun intérêt. Donc on reprend pi, la projection canonique de E sur H, qui est donc une application linéaire, surjective, parce que pi de E est égal à E sur H. Oui, ça c'est évident, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais il est évident que toute classe de E sur H est une classe de U, donc un représentant U, et donc c'est pi de U. Donc la dimension, si la dimension de E est égale à n, pi de E est dimension finie inférieure ou égale à n. Alors maintenant, on sait que le noyau de pi c'est H. Donc si ce noyau est réduit à... Si H est égal à 0, pi sera injective. Et en fait, comme elle est déjà surjective, elle va réaliser un isomorphisme de E sur H. Et donc le cardinal de E sur H sera égal au cardinal de E, et ça je peux dire c'est cardinal de E moins cardinal de H, puisque cardinal de H est égal à 0. Et si H est égal à E, alors U moins V appartient à H, quel que soit UV appartenant à E, ça veut dire que deux vecteurs quelconques sont en relation, et donc E sur H est H tout entier, c'est-à-dire 0. Deux dimensions 0. Et là, ça fait bien aussi cardinal de E moins cardinal de H, puisque H est égal à E. Donc on suppose maintenant, c'est le seul cas intéressant, dimension de H compris entre 1 et n-1. Alors j'appelle P la dimension de H. Donc je prends une base UI de H, donc composée de P vecteurs. On la complète par n-P vecteurs, de façon à avoir donc B2. Hein, pour avoir une base B égale B1 union B2, une base UI donc de n vecteurs de E. Et on considère la restriction phi de pi au sous-espace vectoriel F. Hein, pi c'est une application de E sur E sur H, je prends sa restriction, donc je sais que, évidemment, à la linéaire, alors oui, F engendré par B2, bah, j'ai H et F qui sont supplémentaires. Donc phi, c'est une application linéaire de F vers E sur H. Phi de U égale 0 équivaut à pi de U égale 0, donc, et puis évidemment, U appartient à H. Donc ça équivaut à la classe de U égale 0, donc à U appartient à H, mais comme U appartient à F, ça veut dire que classe de U égale 0, car H inter F est égal à 0. Là, il faut bien comprendre que U appartient à F. Donc ça veut dire qu'elle est injective, car de phi est égal à 0, phi est injective. Alors maintenant, si je prends alpha appartenant à E sur H, c'est la classe d'un vecteur U qui peut s'écrire dans la base B. D'accord? Et donc, quand j'écris sa classe, ça va être ça. Mais je remarque que de 1 à P, comme UI appartient à H, la classe de UI est égale à 0. Donc finalement, il va rester que la somme de P plus 1 à N des lambda I UI. D'accord? C'est-à-dire la projection de ce vecteur-là, W, qui appartient à F, puisque tous les UI pour P plus 1 jusqu'à N appartiennent à F. Donc c'est un phi de W, donc un phi d'un élément qui appartient à F, donc phi est surjective et donc réalise bien l'isomorphisme qui fait que dimension de E sur H est égale, est égale à n moins P, et n c'est la dimension, donc que dimension de E sur H est égale à la dimension de F, oui, est égale à n moins P, c'est-à-dire
n moins p, ça fait bien dimension de E moins dimension H. D'accord? D'autre part, ce que je viens de démontrer là, hein, pour tout U appartenant, pour toute classe de U appartenant, enfin, toute classe alpha appartenant à E sur H, donc j'ai réussi à écrire qu'elle était sous cette forme-là. Ça veut bien dire que les classes de UI engendrent, pour de P plus 1 N, la famille des classes de UI engendre E sur H. D'accord? Et comme là, il y a N moins P vecteurs et qu'on vient de voir que E sur H était de dimension N moins P, ça réalise donc une base. D'accord? Alors, c'est pas pour ça, c'est pour P plus 1 à N. D'accord? Et ça réalise donc une base de E sur H. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si E est de dimension finie, H, un sous-espace vectoriel de E sur H est de dimension finie, E sur H égale dimension de E moins dimension de H. Et on est capable de trouver une base de E sur H à partir d'une base de H. Théorème, soit E annuaire R, espace vectoriel de dimension finie, N une norme sur E. Si f est continu pour la topologie définie par cette norme, et si f de U est égal à f de U plus f de V, quel que soit UV appartenant à E, alors f est une application linéaire. Alors en réalité, cette topologie ne dépend pas de la norme puisqu'on est en dimension finie. Alors il nous reste à démontrer donc que f de lambda U égale lambda f de U, quel que soit lambda appartenant à R et quel que soit U appartenant à E. Soit U appartenant à E. F de 0 égale f de 0 plus 0 égale ça. Donc f du vecteur nul est nul. F de 0 vecteur U est égal à f de vecteur nul égale nul égale 0 f de U. On a donc, et donc ça marche quand lambda égale 0. On a évidemment f de 1U égale f de U égale 1 f de U, ça marche aussi quand n vaut 1. Supposons que f de nu soit toujours égal à n f de U, enfin soit égal à n f de U, pardon. Alors à ce moment-là, f de n plus 1u, c'est f de nu plus u, c'est f de nu plus f de u, à cause de l'hypothèse, égale nf de u, à cause de l'hypothèse de récurrence, plus f de u égale n plus 1 f de u. Donc c'est héréditaire. Théorème de récurrence implique que f de nu est égal à nf de u, quel que soit n appartenant à n. Maintenant, si n appartient à n, f de moins nu plus nu, c'est f de 0 qui fait 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Et donc, f de moins nu est égal à moins f de nu, égale moins n f de u. Donc, f de nu est égal à n f de u, quel que soit n appartenant à z. Soit alpha égale p sur q, qui est donc un nombre rationnel, q appartenant à une étoile, p appartenant à z, qf de alpha u, d'après ce qu'on a vu avant, c'est égal à f de q alpha u, parce que ce qu'on a vu avant, c'est vrai quel que soit u. Donc c'est vrai aussi pour alpha u. Donc c'est égal à f de pu, et donc ça fait pf de u. D'où j'en déduis que f de alpha u égale p sur qf de u, égale alpha f de u. Donc ça c'est toujours vrai, quel que soit lambda appartenant à q. Je prends maintenant lambda appartenant à r. Si u égale le vecteur nul, f de lambda u c'est f de 0, donc c'est 0, et donc c'est lambda 0, et donc c'est lambda f de 0, puisque u est nul. Et donc c'est lambda f de u. Supposons que u n'est pas nul. Il existe une suite de q qui tend vers lambda, et donc on a 100, d'accord? Puisque ça, u est différent de 0. n de qn u moins lambda u, c'est n de qn moins lambda u, ça fait valeur absolue de qn moins lambda n de u, qui est inférieur ou égal à epsilon si n est supérieur ou égal à n, puisqu'on passe de l'autre côté. Donc qnu tend vers lambda u. F, puisque qnu moins lambda u tend vers 0. F est continu, donc f de qnu tend vers f de lambda u. Donc qn f de u tend vers f de lambda u. Si w est égal à f de u est nul, alors qn f de u, ça fera qn0, ça fera 0, et ça tendra vers 0. Et à ce moment-là, f de lambda u, puisque ça tend vers f de lambda u, il vaudra 0. Ça fait bien lambda f de 0, ça, parce que lambda f de 0,
ça fait 0. Et donc ça fait bien lambda f de u, puisque u est nul. Non, puisque f de u était supposé nul. Donc dans ce cas-là, on a bien l'égalité. Sinon, bah, on remplace le u qu'on avait avant par w. Alors avec le u, on avait obtenu qnu tend vers lambda u. Bah, avec, sinon, on remplace par u par w. W c'est f de u. Attention, hein. Voilà. W c'est f de u. Donc, QNW tend vers lambda W. Donc, QN f de u tend vers lambda f de u. Seulement, d'après le petit 1, Q1 n de u, QN f de u tend vers f de lambda u. Donc, ça veut dire que f de lambda u est égal à lambda f de u. Quel que soit lambda appartenant à R, finalement, on aura démontré ça, quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit u appartenant à E. Que u soit nul ou que f de u soit nul, tout ça c'est toujours vrai. Là, c'est exactement ce qu'on avait démontré. Et comme on a cette hypothèse-là en plus, on est sûr que f est linéaire.